Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc j'ai l'immense plaisir à la fois d'animer ce panel mais aussi d'y représenter la technologie. Alors immense plaisir parce qu'en fait ce panel est une grande première en France. C'est la première fois que vous avez devant vous l'ensemble de la chaîne des acteurs programmatiques qui collaborent au quotidien ensemble. Donc l'annonceur, son trading desk, la technologie et la régie programmatique. Donc sans plus attendre, je vais demander aux différents intervenants de présenter leur organisation, leur rôle dans l'organisation et leur relation avec les autres intervenants. Bonjour à tous, donc, je suis Lucas Rietberger, je travaille chez Microsoft dans l'équipe digitale et je m'occupe particulièrement de l'optimisation digitale, ce qui recouvre pas mal d'aspects et je travaille notamment sur les aspects d'optimisation des achats d'espace avec l'ensemble des chargés de communication, des optimisations sur le digital uniquement. Voilà, et j'ai aussi en charge le suivi de tout ce que l'on peut faire sur le RTB et l'évolution de notre DMP au niveau de Microsoft. Et également le CRM qui fait partie de mes attributions et je vais expliquer pourquoi ça a un sens en fait dans la prochaine partie de notre discussion. Et tes relations avec les autres intervenants ? Alors moi je travaille essentiellement avec Marie, qui fait partie d'Amnet, mais je vais la laisser se présenter, c'est ce qui fait le plus sens aujourd'hui. Oui, merci Lucas, bonjour à tous. Donc, moi je suis Marie Le Guéval, je m'occupe d'Amnet, donc le trading desk du groupe Dentsu Aegis Network. Et il se trouve qu'effectivement j'ai la chance et l'honneur d'accompagner Lucas, donc Microsoft, et que pour ça je me connecte à AppNexus, donc la technologie DSP AppNexus, qui ensuite se connecte à de la data et de l'inventaire, ici représenté également par Erwan. Absolument. Donc David Baranel, je suis directeur France et Europe du Sud de AppNexus. Donc AppNexus, c'est le leader mondial des technologies de publicité en ligne. Et en particulier, c'est le leader mondial des technologies programmatiques. Donc effectivement, je ne vois jamais Lucas. Je travaille au quotidien avec Marie, dont AppNexus est l'un des DSP. Et je travaille au quotidien avec Erwan, dont AppNexus est la technologie de vente, pour utiliser l'acronyme barbare, le SSP. Merci, donc je suis Aaron Lopa, je dirige Audience Square, qui est une place de marché premium qui a été créée par des éditeurs un peu sur le modèle et à l'image de ce qu'expliquait tout à l'heure Monsieur Lelay. Et en fait, sur cette place de marché, nous vendons des audiences de façon programmatique en utilisant des outils. Alors moi, du coup, les relations, il peut m'arriver de croiser l'annonceur, mais c'est vrai que nos premiers interlocuteurs, ce sont évidemment les gens qui représentent l'annonceur, et donc ça va être Marie et ça va être de la techno. C'est important de comprendre qu'on vend des audiences qui après vont s'exprimer sur tout un tas de formats différents, mais on vend avant tout des choses qui sont opérées de façon technologique. Merci. Donc, puisqu'on a l'ensemble des acteurs de la chaîne, on va pouvoir décrypter ensemble tout ce qui se passe, le mécanisme d'action, du moment où Microsoft décide de faire une campagne publicitaire jusqu'au moment où une bannière publicitaire arrive sur l'un des sites d'Audience Square. Je vais donc demander à chacun des intervenants de décrire leur quotidien et ses différentes actions, et en particulier d'insister avec la différence entre aujourd'hui, où on a le programmatique, et avant, et en insistant aussi sur la composante data. Alors, chez Microsoft, on a à peu près 3 ans d'expérience sur le programmatique et sur le RTB dans son usage, un peu plus même. Et la façon dont on conçoit les briefs a radicalement changé, les briefs médias. Donc il a fallu s'adapter à ce fait et du coup décliner un brief média de façon beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait faire sur les briefs créa à part entière, en ciblant, en expliquant un contexte business, en donnant des informations sur les audiences qu'on souhaitait toucher, en définissant des KPI aussi. Ça, on parle de données, mais les KPI, c'est aussi des éléments de données extrêmement structurants, et en nous forçant à nous donner des objectifs par rapport à ça, ce qu'on n'avait peut-être pas avant. Le chiffre devient extrêmement important.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de travailler nos propres données, ce qu'on ne faisait pas avant, évidemment, parce qu'on n'avait pas de données à usage sur le média, sauf en CRM. Et j'y reviendrai encore après, mais du coup, on va pouvoir créer des segments et des audiences sur notre DMP, qui est aujourd'hui global et assez massif, que je vais pouvoir les adresser à Marie. Ce qui va permettre, dans certains cas, par exemple, quand j'ai une campagne étudiant, de pouvoir adresser de façon très très fine des segments étudiants que moi j'ai en propre sur mes données, du type les utilisateurs de Microsoft Account entre 18 et 25 ans, sur des audiences que Microsoft Advertising va me proposer. Et après, je passe toutes ces données à Marie. Oui, tout à fait. Donc, juste peut-être pour aider la compréhension de tous de ce que vient de raconter Lucas, je pense que c'est très important et Lucas est peut-être un peu humble sur le sujet, mais il se trouve que Microsoft est un des premiers annonceurs à avoir développé une DMP, donc ce qu'on appelle un Data Management Platform. Donc, c'est vraiment la segmentation d'audience très spécifique sur une panoplie de sites et qui permet d'être très segmentant sur certaines audiences. Et effectivement, là, on est en plein dedans, hein, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans ce qu'on appelle le Graal du marketing. Donc, on travaille main dans la main avec Lucas en se disant, pour telle ou telle campagne, j'aimerais activer tel ou tel segment hermétique, en fait, rendu hermétique par la DMP en fait, de Microsoft. Et ces audiences me sont pushées et je peux donc les cibler, mais je peux aussi étendre l'audience en allant chercher des jumeaux statistiques de cette audience. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une notion très importante. On a parlé de définition des KPI, de définition du brief, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'on se permet aussi d'apprendre. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'exécution comme on l'était auparavant, où finalement on avait une cible, généralement sociodémo, et puis voilà, il fallait exécuter un plan média qui allait ressembler à ça. Mais en fait, là, on est vraiment dans l'échange en permanence et on se retrouve comme ça régulièrement à se parler au quotidien en se disant finalement, Lucas, ici, j'ai essayé de cibler ton audience segmentée numéro 378 et il se trouve que je n'arrive pas à obtenir les résultats escomptés. Est-ce que tu m'autorises à aller rechercher plutôt ce type d'audience que j'ai découverte comme intéressante à cibler sur notre campagne en relation avec ton KPI? Absolument. Et donc ça, tu confirmes que c'était impossible avant, dans le digital, de faire ce genre de procédé? Alors en fait, ce qui était possible, c'était que, si vous voulez, des gens comme nous, on avait cette possibilité, puisqu'il y a beaucoup de data, évidemment, déjà connectées par des third-party data, et aussi un peu de first-party data, et aussi de la seconde-party data, donc, puisque les publishers mettent à disposition aussi de la data de plus en plus. Mais si vous voulez, ce grand saut dans la DMP client, c'est-à-dire vraiment avoir segmenté des audiences, avoir fait ce travail, en fait, de rafraîchissement aussi des données, d'hermétisation, etc., pas juste un tag de retargeting sur un site, mais vraiment aller un peu plus loin, ça a changé. D'accord. Et est-ce que tu peux dire un mot aussi en termes d'opération au quotidien? Donc il y a effectivement ce traitement de la donnée, mais donc qu'est-ce que fait le trading desk pour faire la campagne? Alors concrètement, le trading desk, alors évidemment la première chose, c'est effectivement qu'on va répondre à un brief très précis. Encore une fois, comme je vous ai dit, comme on se permet aussi d'apprendre des choses, la réponse ne sera pas toujours c'est noir ou c'est blanc, mais on va aussi apprendre en faisant, mais on a déjà une hypothèse. Ensuite, une fois que la campagne est validée, évidemment, on va la programmer. Donc, si vous voulez, il y a une partie de programmation qui est un peu comme de la programmation, un peu comme un super ad server. En fait, les DSP ont des fonctionnalités qui ressemblent aussi au niveau du lancement et de la programmation de campagne et des ad serveurs, donc des serveurs de bannières publicitaires. Et ensuite, alors là, il y a un métier qui est tout à fait nouveau, qui est un métier finalement de statisticien. C'est-à-dire qu'on va cruncher de la data. Vous entendez souvent ces mots-là un peu barbares, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va en manger toute la journée et on va finalement rechercher des récurrences statistiques. Est-ce qu'un événement se produit tous les mercredis entre 10h et midi, oui ou non? Est-ce que tel ou tel type de profil réagit de la même façon quand on lui adresse ce message publicitaire et plutôt en haut de page? Voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses qu'on va se poser comme questions. Je pense que d'ailleurs c'est finalement ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus de certitude, on se pose des questions et c'est ça qui rend enrichissant le travail et je pense la valeur ensuite apportée à l'annonceur.
Absolument. Donc, une fois que merci Marie. Une fois que donc les campagnes sont programmées, c'est là que la technologie intervient évidemment. Donc, la technologie dans cette situation, c'est fondamentalement le moteur de transaction. Donc, on va permettre de faire rencontrer donc la demande de Marie avec l'offre disponible sur tout le marché en programmatique. Donc, la technologie, fondamentalement, c'est 3 choses. C'est la tuyauterie, donc ce qui permet de mettre en relation l'offre et la demande d'un point de vue purement technique. Le deuxième élément, donc, c'est la première couche d'intelligence, parce qu'évidemment, comme il faut prendre des décisions d'achat, d'impression en temps réel, donc impression aux enchères une par une, donc il y a un certain nombre de décisions à prendre qui doivent être en partie automatisées. Donc on a une première couche d'intelligence qui permet de prendre ces décisions pour donc l'achat et la vente. Mais évidemment, c'est le troisième composante fondamentale de la technologie, c'est donner les outils de contrôle et de reporting aux acheteurs comme aux vendeurs afin qu'ils puissent contrôler l'intelligence et la technologie et puissent vendre au meilleur prix ou acheter au meilleur prix. Alors, la différence fondamentale avec ce qui se passait avant, c'est que tout ça était simplement techniquement impossible avant. Donc, la complexité technique à brasser ces volumes de données à cette vitesse, donc tout ça se fait en temps réel, et cette variété de données, donc pour chaque transaction, il y a à peu près une centaine de paramètres qui sont passés dans les systèmes. Tout ça était simplement techniquement impossible. Donc c'est les mêmes révolutions technologiques qui ont fait qu'on a mis à peu près une dizaine d'années à coder le génome. Aujourd'hui, on est capable de le faire en 2 semaines. C'est les mêmes infrastructures. Pour vous donner un ordre d'idée, donc une plateforme comme AppNexus transacte 160 milliards d'impressions par jour. Ces impressions, ces bannières, si vous deviez les compter une par une à la main, une bannière, 2 bannières, 3 bannières, vous mettriez 4000 ans à le faire. Donc évidemment, ça c'est ce qu'on fait en un jour. Donc voilà, donc la différence fondamentale et pourquoi ces technologies n'existaient pas avant, c'est la possibilité de brasser des volumes de données qui sont absolument extraordinaires et donc de permettre l'ensemble des outils de contrôle et de décision. Merci. Alors, donc, plein de choses ont changé, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas changé. C'est que c'est quand même des audiences qu'on va chercher. Et il y a toujours cette relation, même si tout ça s'outille énormément, il y a toujours une relation commerciale, déjà pour dire à Marie et à ses équipes, oui, tu peux trouver ces audiences que vous avez qualifiées absolument partout, mais en fait, tu peux les trouver dans des contextes qui sont safe, parce que nous sommes des marques premium, en sachant où tu es sur la page, parce que c'est une donnée que nous communiquons à nos acheteurs, sur tout un tas de formats. Et donc tout ça, ça fait que par rapport à avant, il y a un truc qui n'a pas complètement changé, c'est qu'il y a toujours des commerciaux pour pousser les offres auprès des acheteurs. Après, ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est que ce qu'on est en capacité de proposer comme produit pour toucher ces audiences, c'est vraiment raffiné. D'abord parce que Marie n'est pas obligée de prendre toutes les impressions, elle va prendre celles qui correspondent exactement à ce que vous souhaitiez avoir comme cible. Ensuite, parce qu'on va pouvoir créer de nouveaux produits, comme par exemple le fait de commercialiser les toutes premières impressions lorsqu'un visiteur arrive sur un site. Ça a l'air de rien, mais enfin, il faut savoir que sur un site internet, entre la première page et la deuxième page, on va faire une grosse moyenne à la SERP, il y a 10% des visiteurs qui ne sont plus là. Donc il y a plein de sites sur lesquels les visiteurs vont revenir peut-être plusieurs fois dans la journée, mais ne vont pas au-delà de la première page. Donc si vous voulez une grande couverture, si vous avez beaucoup de gens à toucher, la première impression a de la valeur. Si vous êtes en retargeting, elle en a aussi. Donc du coup, tout ça est maintenant isolable, très simplement, pour l'acheteur, pour toucher la cible qui a été très compliquée à qualifier en CRM et qu'on n'a pas intérêt à rater, on peut nous maintenant mettre à disposition de ces acheteurs avec les outils programmatiques le ciblage de ces toutes premières impressions, par exemple. On peut également rentrer effectivement de la qualification. Tu parlais de seconde partie data. Effectivement, si vous n'avez pas fait tout ce travail de CRM, on peut mettre à votre disposition ce qu'on appelle des deal ID, c'est-à-dire qu'on va dans les audiences qui sont générées tous les jours, pour reprendre des chiffres, c'est environ 150 millions de contacts par jour, donc il y a vraiment de quoi toucher des profils très différents. On va pouvoir isoler, pour simplifier le travail de l'acheteur, les impressions qui correspondent à son ciblage. Ça s'appelle un deal ID. Après, ça peut donner lieu à tout un tas de négociations ou pas. Ça peut être en prix fixe, ça peut être en prix variable, ça peut être avec des fleurs différents, etc. Mais
ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'on va exécuter, qu'on va automatiser un ciblage qui, auparavant, si je reprends l'exemple dont parlait Monsieur Lelay, on n'est pas en train de dire qu'il y en a 27% qui mangent du Milka, on est en train de dire que statistiquement, à 90%, ils mangent du Milka. Donc on est vraiment dans l'audience, on ne prend que ce qui correspond le plus possible, enfin pour autant que les statistiques soient viables, le plus possible à ce qui a été qualifié par l'annonceur et recherché par son acheteur. Donc tout ça a un petit peu changé. Et est-ce que, à l'instar de Marie, est-ce que tu peux décrire les opérations? Quel est votre quotidien, vous, régie programmatique? Alors il y a quelque chose qui est très amusant, c'est que ça a beau être des outils, ça tourne, enfin pour tous ceux d'entre vous qui travaillez avec des ad serveurs ou peut-être même avec des SSP ou même avec des DSP, c'est pas parce que les tuyaux sont branchés que ça fonctionne. Donc un gros travail qu'on fait chaque jour, c'est de comprendre pourquoi le deal que nous avons mis en place ne s'exécute pas dans les volumes qu'on avait initialement prévus. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à une création qui n'a pas été validée par AppNexus à New York. Ça peut être dû à un format qui n'est pas exactement celui qu'avait demandé l'éditeur. Ça peut être dû à des enchères qui ne sont pas élevées, qui ne passent pas la barre minimum pour pouvoir accéder à ce type de ciblage. Ça peut être dû à un paramètre complètement improbable qu'on va mettre 2 jours à trouver. Donc en gros, on peut faire des choses de façon automatisée, mais on passe quand même beaucoup de temps à faire en sorte que la machine fonctionne. Ensuite, on a effectivement un travail commercial qui est toujours très présent, c'est-à-dire être en relation avec les trading desks pour les aider dans leur boulot, c'est-à-dire savoir est-ce que tu as un brief un peu bizarre, est-ce qu'il y a une cible que tu ne sais pas comment prendre, ou il ne suffit pas de dire je vais prendre des sites féminins pour toucher parce qu'il y a vraiment une particularité, pour que nous on aille soit prendre un segment qu'on avait, soit en fabriquer, puisqu'on peut faire passer des questionnaires à nos audiences, pour pouvoir justement qualifier les potentiels qui vont correspondre à ce qu'ils doivent faire. Et puis ensuite, on reste une régie, donc j'aurais pas dû commencer par là. C'est aussi beaucoup de notre travail consiste à la relation avec les éditeurs, parce que nous sommes l'intermédiaire programmatique de tout un tas d'éditeurs qui, en fonction des saisons, vont avoir plus ou moins d'inventaire à nous confier, de nature différente. Et puis on va essayer évidemment de les convaincre de nous laisser les meilleurs emplacements, et puis de nous laisser aussi la vidéo. Et puis aujourd'hui, en programmatique, il y a absolument tout, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça demande de nouveaux branchements et ça demande de la conviction. Merci. Alors effectivement, dans le programmatique, il y a cet élément qui est très expérimental. Donc on a compris que c'était descendant. L'annonceur donne un brief au trading desk qui l'exécute via la technologie, qui ensuite, la régie, s'occupe de mieux mettre en valeur ses inventaires. Mais c'est aussi ascendant. Donc il y a un retour à l'envoyeur. Est-ce que vous pourriez me décrire comment cette chaîne revient? Alors, peut-être on commence par toi. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par revient. Quels sont, lors de l'exécution de la campagne, quels sont les insights que tu peux redonner à Marie pour s'assurer de la bonne opération, qui ensuite, et Marie de même, qu'est-ce que tu peux donner à Lucas pour faire remonter de l'information et rendre la campagne plus pertinente? Excuse-moi. Oui, donc effectivement, il y a aussi des dimensions qui, auparavant, étaient pas forcément bien prises en compte. On a parlé tout à l'heure, la visibilité a été évoquée. Alors juste une petite chose, c'est pas les espaces programmatiques, puisque les espaces programmatiques sont les mêmes que les autres. C'est pas la pub programmatique qui souffre de manque de visibilité, c'est le digital at large. C'est depuis toujours, quand vous achetiez des campagnes bien classiques sur des supports que vous connaissez depuis toujours, il y en avait un bout qui n'était pas vu, puis il y en avait même un bout qui n'était peut-être même pas diffusé dans le pays où vous travaillez, etc. Aujourd'hui, avec ces outils, vous pouvez le faire exclusivement dans les pays qui vous concernent, dans les régions qui vous intéressent, et en vous assurant un minimum que la visibilité est là. Alors, il se trouve justement qu'on a cette vision avec AppNexus. Donc ça, ce sont des outils, il y en a plein, il n'y en a aucun qui disent la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça progresse dans une campagne. C'est-à-dire, et c'est exactement ce que décrivait Marie, c'est comment on va pouvoir optimiser. On part d'un niveau qui est X, comment on va faire que ce X devienne X++++, et qu'on fasse mieux avec le temps. Et ça, c'est un travail qui est très important pour les trading desks, et c'est un travail sur lequel on les accompagne. On va donc pouvoir leur donner ça. On va aussi pouvoir, nous vendons des thématiques. On ne vend pas du site à site, on vend Audience Square, News. On va pouvoir regarder là-dedans s'il y a des environnements qui sont visiblement moins performants pour
progressivement les enlever pour aider encore à l'optimisation qui intéresse et sur le KPI qu'on a partagé avec le Trading Desk. Donc ça, c'est les voies de retour les plus fréquentes. Après, on peut aussi faire des choses sur la data, mais là-dessus, souvent les Trading Desks sont bien équipés et ont eux-mêmes leur analyse. Et donc, on peut contribuer, mais ils sont déjà assez bien. Super. Marie ? Oui, alors j'avais donné un exemple d'ailleurs, qui est un exemple qu'on a souvent sur des campagnes avec Lucas, qui est qu'effectivement, on commence par cibler des audiences, on finit par atteindre une ou bien de volume ou bien de performance, et donc on s'autorise avec l'accord de l'annonceur à pouvoir explorer d'autres choses. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, si vous voulez, avec ces logiques de DMP, ce qui finalement va faire foi, c'est la donnée de l'annonceur. Si vous voulez, c'est plus vraiment des panels, etc. C'est vraiment qui ressemble le plus à des gens qui font des actions qui m'intéressent moi en tant qu'annonceur. Et donc finalement, l'audit de référence devient la cible effectivement constatée sur le site de l'annonceur et qui a effectivement fait une action. Donc si vous voulez, on passe d'une période où on imaginait que notre cible c'était des 25-49 par exemple, et en fait là, on apprend en temps réel que finalement c'est peut-être des moins de 25 ans ou c'est peut-être des plus de 49 ans par exemple, et surtout qu'il y a plein d'autres dimensions, c'est-à-dire que la dimension socio-démo n'est pas toujours la plus segmentante ou la plus discriminante, mais il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes, comme par exemple savoir si la personne est un gros consommateur de produits high-tech, est-ce qu'il vient de s'équiper, est-ce qu'il vient de changer d'appartement, est-ce qu'il va devoir peut-être reconsidérer une panoplie d'équipements, dont peut-être aussi des produits high-tech, etc. C'est ça qu'on apprend. On apprend énormément de choses, nous, en tant qu'annonceurs, quand on fait du RTB également. C'est-à-dire que l'analyse et l'étude durant la campagne en optimisation va nous apprendre énormément de choses, grâce à ce que peut nous dire Marie. Et a posteriori également de la campagne, on va pouvoir voir des éléments dans la campagne extrêmement pertinents pour nous. Est-ce qu'on a ciblé la bonne audience? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres audiences à cibler intéressantes? Est-ce qu'au-delà de l'individu, donc du look-alike, des individus qui sont identiques d'un point de vue comportement, enfin pas comportement, mais vraiment d'un point de vue CSP, est-ce qu'on n'a pas des act-alike, donc des individus qui n'ont pas forcément le même type de persona, n'ont pas exactement le même persona, l'identité chinoise ou le portrait chinois que l'on souhaite, mais vont avoir le même comportement sur les sites web. Et ça, c'est très très disruptif sur la façon dont on a à classifier les campagnes, et on change du coup d'une audience à des comportements, à du ciblage comportemental vraiment vraiment différent. Excellent. Alors, donc le programmatique, ça s'est vraiment développé en France depuis 2011. On a un peu plus de 3 ans de recul sur le sujet. Et donc, il y a toujours un certain nombre d'idées reçues. Et je voudrais faire réagir les différents intervenants sur ces idées reçues. Alors, Lucas, le programmatique, c'est trop compliqué pour l'annonceur. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'annonceur. Je suis désolé, David, mais il y a un nombre d'acronymes absolument épouvantables à découvrir, de technologies, et puis bon, on dirait qu'il y a une panoplie de produits également disponibles sur le marché qui rend les choses extrêmement difficiles à appréhender. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même du média, et que moi j'ai toujours tendance, parce que pour simplifier le discours en interne et pour faire comprendre la technologie, à le mettre en perspective de ce qu'on peut faire sur le CRM. J'y viens enfin. Parce que c'est exactement le même déroulé, à la fois dans la mise en place en fait, d'une campagne média, c'est la même chose qu'une campagne CRM. Je cible avec mon DMP, avec mes datas qui sont propres. Parfois, je vais chercher de la data tiers et je vais m'appuyer sur l'expertise d'un trading desk cette fois et non pas d'un outil de routing ou de routage pour envoyer mes créas. Et puis je vais faire l'analyse qui convient a posteriori, non pas avec des open rates, mais avec plein d'autres éléments qui vont me permettre de mieux comprendre, d'analyser, de mesurer ma campagne et d'en tirer des bénéfices. Donc au final, non, c'est pas plus compliqué.
Deuxième idée reçue, l'annonceur n'a plus besoin d'accompagnement avec le programmatique. Donc Marie et Lucas. Lucas peut-être ? Oui, enfin, il y a deux choses qui aujourd'hui nous permettent qui nous conduisent à vraiment travailler avec notre trading desk. La première chose, c'est l'expertise. Aujourd'hui, en interne, même si on a la chance d'être une société assez technologique, de pouvoir s'appuyer sur des expertises de nos amis de Microsoft Advertising, on est quand même au début de l'histoire du RTB. Donc cet élément d'expertise. Et puis la mouvance du marché aussi. Voilà, aujourd'hui, le marché il est extrêmement éclaté. Il y a des nouvelles offres qui apparaissent. On en parlait sur l'IPTV tout à l'heure. C'est un domaine relativement nouveau. Est-ce qu'il y aura la radio très bientôt ? Donc tout ça s'ouvre énormément, se consolide également. Donc on a besoin d'une expertise externe et finalement on est bien content de pouvoir s'appuyer sur Marie. Marie ? Merci. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, en fait, on est assaillis d'opportunités, assaillis de nouvelles technologies, et donc aussi ce sont des occasions en fait de former à nouveau nos équipes. Faut savoir que chez Amnet, justement, on est assez geek en fait de nature, donc on n'opère pas loin de 15 technologies au quotidien. Donc c'est vrai qu'on n'a pas choisi la solution de facilité, mais justement, on a aussi voulu avoir une vision exhaustive et qui permettent toujours d'apporter la meilleure solution au meilleur KPI qui nous est donné donc par l'annonceur. Mais je pense qu'en fait, qu'il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que l'accompagnement, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, on soit bien accompagnés par le client pour bien comprendre ses problématiques, ses différents produits, ses différentes cibles, ses différents objectifs business pour finalement bien l'accompagner. Et je dois dire qu'on l'a été particulièrement bien avec Microsoft. Troisième idée reçue, donc le programmatique a tué des emplois chez les agences et les régies en remplaçant les hommes par des machines. Erwan ? Bon, tout à l'heure, je crois que j'avais déjà un peu répondu sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des tuyaux qu'il n'y a plus de commerciaux. Et en fait, plus ça devient techno, et plus il faut l'expliquer. Donc c'est juste des métiers qui sont en train de changer. Concrètement, nous, par exemple, dans une de nos missions chez Audience Square, c'est aussi, c'est pas la moindre, d'accompagner nos éditeurs dans cette transformation. Donc on fait des formations dans les régies, etc. Parce que de toute façon, il faudra des hommes pour pouvoir faire les deals dont on vient de parler, pour pouvoir faire les analyses qu'on a évoquées. Et on n'est même pas rentré dans les nouveaux métiers que sont la statistique, tu l'as un peu évoqué Marie, mais enfin, il y a aussi plein de nouveaux métiers qui se créent. Donc tuer des métiers, non, je crois pas. Non. C'est juste une transformation, c'est un nouveau média. Comme quand, je sais pas, le search est arrivé, il a fallu inventer cette nouvelle expertise. On a une nouvelle façon d'opérer des choses qu'on connaissait. Des gens qui les opéraient déjà vont se transformer. De nouveaux qui arrivent vont plonger dedans à corps perdu. Mais c'est juste une mutation de métier. Marie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Penser à certains métiers comme, je sais pas, le métier de webmaster, le métier de programmeur, le métier de tout ça, ça n'existait pas non plus il y a quelques années. Donc je pense qu'il faut aussi, on a tendance en fait à se regarder nous-mêmes entre experts du digital et de la publicité, etc. Et en fait, on oublie que cette transformation digitale, elle a déjà lieu. En fait, regardez autour de vous, rentrez chez vous le soir, regardez votre famille, tout le monde est ultra connecté, vos enfants, vos plus jeunes frères et sœurs, vos amis se connectent plein de fois et ont, si vous voulez, des usages qui sont finalement très différents de ceux qu'on avait même il y a quelques années. Moi-même, je ne sais pas à quoi mon métier ressemblera même dans un an. Et c'est ça aussi qui me passionne, en fait, c'est de ne pas savoir et de savoir que je vais apprendre. Donc je pense qu'en fait, il faut arrêter de stigmatiser quelque chose qui a l'air nouveau, qui est du changement, en fait, le changement, c'est tout le temps, en fait. Donc il y en aura tout le temps. Ça se passe déjà socialement, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas non plus médiatiquement. Quatrième idée reçue, donc le prix, c'est la seule raison pour laquelle les gens sont venus au programmatique. Donc Lucas ? En fait, voilà, le RTB c'est nouveau, il faut l'expliquer, il faut l'expliquer aussi à nos VP, à notre management, pour travailler pas mal ça en fait directement aussi avec ma corporation aux US. Le prix n'est pas un élément. Alors, c'est pas le seul élément, hein, c'est un élément, mais c'est pas le seul élément qui nous conduit vers le RTB. Ce qui nous conduit vers le RTB, c'est programmatique.
c'est l'intelligence marketing qu'il peut y avoir pour faire du programmatique, pour faire du retargeting et du remessaging. Donc comment je fais passer un client d'une phase de awareness à une phase de considération, à une phase intentionniste. C'est tous ces éléments-là qui font que le management va être particulièrement attentif à ces mécaniques qui sont smart dans leur façon de faire et de conduire au client au final vers un processus soit de considération, soit d'achat et dans le meilleur des cas de recommandation. Dernière idée reçue, donc le programmatique, Erwan, c'est pour les invendus et les inventaires de mauvaise qualité. Alors il est vrai que quand ça a été créé, on va parler de nous, ça nous intéresse beaucoup. Donc quand ça a été créé il y a 2 ans et demi, 3 ans, les places de marché premium étaient là pour commercialiser des inventaires qui, il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans, étaient vendus par l'intermédiaire de revendeurs. Typiquement, le programmatique chez les grandes marques médias, c'est d'abord développé sur les univers qui étaient ceux qu'on confiait aux ad networks. C'est-à-dire, il n'y a pas d'invendu sur Internet, il y a toujours un acheteur. Vous aurez, alors si vous êtes prêt à vendre à 3 centimes du 1000, ce sera rempli à 100%. Donc il n'y a pas d'invendu. Déjà, le mot est faux sur notre média. Il y a toujours preneur. La question, c'est à quel prix. Donc comme vous êtes là pour défendre de la valeur et pas juste, et alors pour le coup on parlait tout à l'heure d'écosystème, donc vous êtes quand même là pour défendre ça. Donc l'idée ça a été, autrefois on donnait ça à des ad networks qui les packageaient et allaient faire la tournée des popotes en disant j'ai une super offre sur l'automobile, la finance ou que sais-je. Avec l'arrivée du programmatique, les mêmes éditeurs ont eu la possibilité de reprendre la maîtrise de cette vente-là en contrôlant mieux à qui c'était vendu, le marketing qui était fait autour, le prix auquel c'était réellement acheté par l'annonceur. Et tout à l'heure, quand on parlait d'une mission de transparence, il y avait déjà des pratiques qui étaient assez amusantes entre ce que percevait l'éditeur et ce que vendait son ad network. Là, en fait, ça leur donne une transparence plus grande. Donc ça, c'était l'initial. Mais enfin, aujourd'hui, on fait de la vidéo, de l'habillage, du footer, il y a également du native. Enfin, il n'y a pas grand format qui résiste encore au programmatique. Donc, on n'est plus du tout dans une notion de second rang. Quand j'expliquais tout à l'heure qu'on pouvait avoir les premières impressions, c'est les premières impressions avant les campagnes vendues en direct par la régie. Ce n'est pas les premières impressions de ce qui reste, c'est vraiment les toutes premières. Donc, ça, ces nouveaux produits sont des produits à très forte valeur, qui sont possibles grâce à la techno et qui illustrent assez bien qu'en fait, aujourd'hui, c'est juste un mode d'exécution et une capacité marketing accrue qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est plus une question de « c'est pas vendu, donc je le mets là ». Super. Alors, dernier élément, je voudrais qu'on joue à un petit jeu tous les 4. Donc, je vais vous donner une notion ou un concept et je voudrais que vous ne répondiez avec un seul mot. Un ou deux. Un seul. Donc, l'achat de télé en programmatique. Lucas ? J'ai mis rêve. Rêve. Réalité. Réalité. C'est déjà faisable en IPTV, donc oui. La révolution du big data en marketing. Excel. DMP. DMP. L'année du mobile. J'avais mis adaptive pour adaptive design, mais je vais plutôt mettre challenging. 2015. D'accord. La French Tech. Démocratisation. Innovation. Espérons. Facebook. Adieu organique. Data. Question. Google. Joker. Data. Data. AppNexus. Partenaire. Suite. On en reparle. Merci à tous. Merci.